Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Le Salon international de l'artisanat du Tchad s'est ouvert ce matin. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoé Païmé-Débé, a représenté le chef de l'État, Idriss Déby Itno. La cérémonie a vu la présence de quelques membres du gouvernement, des diplomates, des représentants des grandes institutions accréditées au Tchad et de plusieurs autres artisans tchadiens et ceux venus d'ailleurs. Kandouba Théophile. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Idriss Déby Itno, représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzoé Païmé-Débé, le premier salon international de l'artisanat du Tchad est ouvert officiellement ce lundi 14 octobre 2019. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les mots de bienvenue du maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, qui se réjouit du choix porté sur sa commune pour abriter ce grand événement, faisant ainsi de N'Djamena le point d'attraction des artisans du continent. Le président de l'association Tchad Inter-Art, partenaire de l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, Abbas Ousmane, a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités pour l'importance qu'elle accorde au secteur de l'artisanat en facilitant l'organisation du dit salon. Étant un rendez-vous du donner et de recevoir, le SIAD est une tribune pour les artisans qui doivent en profiter pour faire évaluer leurs produits et inciter nos compatriotes à la consommation locale de nos produits artisanaux. Et surtout utiliser des relations en vue de l'exportation de leurs produits. Le président de la Fédération nationale des artisans tchadiens a, au nom de ses collaborateurs, salué l'initiative de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts en collaboration avec l'association Tchad Inter-Art qui permet aux membres de son organisation d'échanger et surtout de les motiver à plus de créativité. Adoum Erendi, qui salue les efforts du gouvernement en faveur de la promotion de l'artisanat, demande au département de la culture d'organiser les artisans en chambre de métiers afin de valoriser leur création. Quant au coordonnateur de l'ONPTA, Abakarosi Teguil, a situé le but recherché en organisant ce salon international de l'artisanat du Tchad, tout en relevant l'importance du thème. Notre pays, le Tchad, regorge autant d'activités artisanales reconnues à travers les masques décoratifs en bois du pays mondain, la tannerie, fierté du Grand Ouattara géographique, les bijoux en bronze prisés dans la région du lac, les parures ou harnachements des dromadaires du BIT en passant par les canels et le Batazal. Promouvoir l'artisanat, c'est aussi se préoccuper de son devenir, de ses acteurs, de son poids dans la société tchadienne et en Afrique. Sociologiquement, l'artisanat avait une place importante dans la vie de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Tailleurs, forgerons, ébénistes ou encore potières étaient des personnages centraux dans le quotidien des habitants des villages, mais aussi dans des grandes villes. Dans le même siège, la ministre du Développement touristique, de la Culture et des Arts, Madeleine Alingué, a exhorté les artisans tchadiens à saisir la perche qui leur a été tendue afin de prouver leur génie créateur. Le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzoé Païmé-Débé, invite les artisans à tirer le meilleur parti de cette rencontre. Par la même occasion, le représentant du chef de l'État félicite les organisateurs du salon tout en précisant que l'artisanat tchadien n'a pas encore atteint son âge d'or. La cérémonie d'ouverture de ce salon international de l'artisanat du Tchad a été marquée par la visite des différents stands des artisans tchadiens et ceux venus de l'étranger.
Au cours de la cérémonie, la ministre du Développement touristique, de la culture, de l'artisanat et des arts, Madeleine Alingé, a appelé les artisans tchadiens à sortir de l'informel en améliorant la qualité de leurs œuvres, vecteur de la création d'emplois. Suivez. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, dont sa mission principale est la mise en place de la politique de l'artisanat, s'est lancé dans un vaste chantier de restructuration du secteur. Premièrement, grâce au décret 1540 du 28 août 2018 portant organigramme du ministère qui crée une direction technique spécifique de l'artisanat. Deuxièmement, par arrêté 053 du 4 septembre 2019, nous avons fixé la liste des activités artisanales au Tchad. Troisièmement, une mission de terrain réalisée en début de l'année dans les 4 centres artisanaux du pays, Djamena, Abéché, Sar et Moundou, a formulé les prémices de l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de l'artisanat. Le ministère en charge de l'artisanat continue à ouvrir annuellement des espaces de promotion de l'artisanat. D'autres initiatives de relance sont en cours avec les organisations nationales, le FONAP, la SACIAMA, la Chambre de commerce, le Comité national de l'éducation et l'ONAPE. Avec des organisations sous-régionales et internationales, nous travaillons en collaboration du PNUD, du BIT, de relations beaucoup plus bilatérales avec le GTZ, USAID, la coopération suisse et l'Italie. Distingués invités, ces avancées ne doivent pas cacher les contraintes et les défis qui restent à être relevés. L'élaboration du code artisanal, l'adoption de la politique nationale de développement de l'artisanat, la production d'indicateurs et de statistiques et une étude globale sur l'artisanat au Tchad. Président l'ouverture officielle du Salon international de l'artisanat du Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paine Debé, dans son allocution, situe le rôle de l'artisan et la place de l'artisanat dans le développement socio-économique et la lutte contre le chômage et la pauvreté. Un extrait de ses propos. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous au nom de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, à l'occasion du lancement de ce salon africain international dédié à l'artisanat que notre pays organise pour la toute première fois. Je suis d'autant plus ravi et honoré que notre pays accueille tout un aréopage d'artisans venus de nombreux pays du continent. Permettez-moi, à cet égard, d'exprimer toute la fierté du peuple tchadien de célébrer l'artisanat, un des secteurs essentiels de la création de richesses et de lutte contre la pauvreté. Beaucoup d'entre nous ont observé et apprécié les gestes pleins de génie du forgeron, comme ceux d'une potière, d'un sculpteur, d'un tisserand ou d'un maroquinier. Nous avons tous été fascinés par les chefs-d'œuvre artisanaux, fruits de la dextérité, de l'habileté et de l'intelligence hors pair de ces génies. Mesdames, Messieurs, plus qu'une expression qui parle à notre âme et touche notre sens, les œuvres d'art représentent une immense richesse à la fois culturelle et économique. Il est évident que l'artisanat est un important pourvoyeur d'emplois au regard du nombre de personnes qui évoluent dans ce secteur. L'artisanat est une richesse économique comme l'agriculture, l'élevage et la pêche.
Je ne cite pas la culture et le tourisme, car c'est l'artisanat qui aiguillonne le développement culturel et touristique. Nous comprenons aisément pourquoi notre pays, à l'image de nombreux pays du continent, accorde une place de choix au secteur de l'artisanat. Cette politique volontariste a eu sa pleine manifestation au plan institutionnel par la création d'un ministère dédié à la promotion de l'artisanat. Dans le sillage de cette mission, un certain nombre d'actions stratégiques ont été menées à l'effet de donner une impulsion nouvelle à l'artisanat, comme le prouve la tenue de ces salons internationaux. Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Jimmy Arabi, a effectué une mission à Mongo, dans le chef-lieu de la province du Guéra. Le patron du département en charge des droits humains est allé s'enquérir des conditions carcérales des détenus de la maison d'arrêt de Mongo. Il est accompagné du gouverneur de cette circonscription administrative et des responsables pénitentiaires. Reportage Kalia Gavoutna. Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Jimmy Arabi, qui accompagne le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnodoum, et les autorités judiciaires du Guéra, est venu s'enquérir de l'effectivité du transfèrement des détenus transférés de la maison d'arrêt d'Abéchi à celle de Mongo suite à la gronge survenue il y a de cela une dizaine de jours. Je suis non seulement ministre de la Justice, mais aussi en charge des droits humains, donc je dois m'assurer que vous êtes bien traités selon les normes carcérales, a fait savoir le ministre Jimmy Arabi aux détenus. Jimmy Arabi a cependant déploré l'acte posé par les détenus à la maison d'arrêt d'Abéchi et en causé leur transfèrement à la maison d'arrêt de Mongo. Le garde des Sceaux a invité ces derniers à adopter un comportement responsable et faire recours à la voie judiciaire en cas de revendication. Les détenus ont signifié au ministre que c'est la lenteur judiciaire et le manque d'une alimentation de qualité qui les ont poussés à déclencher cette mutinerie pour faire entendre leur voix. Le ministre Jimmy Arabi rassure les détenus que toutes les dispositions seront prises pour traiter le plus tôt possible leur dossier. En principe, ce n'est pas une raison d'en arriver à une mutinerie qui malheureusement a fait quelques morts et quelques blessés que nous déplorons. Et c'est des Tchadiens que nous avons perdus suite peut-être à des raisons très simples. Donc face à cette situation, nous sommes venus entendre tous les prisonniers ici présents et puis surtout leur demander de garder leur calme, parce que nous, en tant que responsables de la justice et aussi des droits de l'homme, nous sommes tenus de prendre toutes les dispositions pour que les prisonniers, malgré qu'ils soient en prison, que leurs droits soient préservés. Après la maison d'arrêt, le ministre de la Justice s'est rendu à l'hôpital régional de Mongo pour visiter les 15 détenus qui ont tenté de sauter du véhicule lors de leur transfèrement pour Mongo et admis à l'hôpital régional de Mongo pour des soins appropriés. Demain 15 octobre, le monde célèbre la journée mondiale du lavage des mains. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Kayal, a fait une déclaration de circonstance. Nous l'écoutons. Le Tchad, notre pays, fait partie des 19 pays autres au monde où plus de 50% de la population n'a pas accès à des dispositifs de lavage des mains avec de l'eau et de savon. Or, ce geste assez simple, qui est celui de se laver les mains à l'eau propre et au savon, peut réduire de 47% la prévalence des maladies liées à l'insuffisance d'hygiène, qui sont la fièvre typhoïde, le choléra, la diarrhée, la dysenterie, la conjonctivite, la fièvre hémorragique à virus Ebola, etc., etc. Cette année, le thème mondial adopté par le Tchad est le lavage des mains pour tous, rappelant ainsi que personne ne doit être laissé de côté, et encore moins les groupes vulnérables dont les enfants. La campagne d'information et de sensibilisation
à l'occasion de cette journée, devront se poursuivre tout le long de l'année pour créer un réel changement de comportement tant escompté au niveau de la communauté. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les Tchadiennes, à tous les Tchadiens et aux partenaires au développement pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts pour atteindre les objectifs assignés à cette journée. Et demain 15 octobre, c'est aussi la journée mondiale de la femme rurale. L'édition 2019 se célèbre à Kunjuru dans la province du Bata. À cette occasion, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Ardoun Khalil, a fait une déclaration au cours de laquelle elle situe le but de la célébration de cette journée à travers le monde. Suivez. Demain, 15 octobre, le Tchad célébrera avec le reste du monde la Journée internationale de la femme rurale édition 2019. Cette journée met l'accent sur la responsabilité de tous les dirigeants afin de renforcer les voies et moyens devant permettre l'autonomisation des couches vulnérables que sont les femmes et les filles. Notre pays, le Tchad, ne peut rester en marge de ce mouvement d'ensemble de la communauté internationale institué par décret du 13 octobre 1999, le 15 octobre, la Journée mondiale de la femme rurale. La Journée mondiale de la femme rurale demeure le cadre tout indiqué de réflexion, de mobilisation, de sensibilisation et d'information de la femme rurale. C'est l'occasion idéale pour nous de se retrouver avec nos sœurs du monde rural pour débattre ensemble des problèmes liés à leurs conditions. Personne ne doute en un seul instant que la femme tchadienne, surtout celle du monde rural, contribue de manière significative à l'économie nationale et joue un rôle prépondérant dans le développement de notre pays. Elle renforce le développement agricole et rural, améliore la sécurité alimentaire, aide ainsi à réduire le niveau de pauvreté au sein de sa communauté. C'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a retenu dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2019 le thème national, l'autonomisation des femmes rurales, condition essentielle pour un développement durable. En effet, les femmes tchadiennes en général et celles du monde rural en particulier sont moins outillées en raison de leur vulnérabilité et méritent d'être encouragées pour les efforts louables qu'elles entreprennent. Ce thème met un accent particulier sur le renforcement des capacités en technique de gestion des activités génératrices de revenus, le leadership féminin et surtout l'appui en équipement de production agricole et d'allègement de tâches des femmes en vue de leur autonomisation. Et justement, pour la célébration de cette journée, la ministre de la Femme est déjà sur place à Kunjuru. Elle a tenu une rencontre avec les autorités provinciales du Bata et visiter ensuite le site touristique Ngaltoklok. Nous décrit l'ambiance qui prévaut dans cette commune. L'ambiance est à son comble à l'entrée de la commune de Kunjuru. C'est ici que l'hôtesse de la fête du 15 octobre est accueillie. La ministre de la Femme, Jalal Khalil Ardoun, à la tête d'une délégation, est sur place pour la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2019, à 2 jours de l'événement pour les derniers réglages. Premier acte dans la localité, la chef du département de la femme rencontre les autorités de la province. Avec elle, Jalal Khalil Ardoun parle des dispositifs pour la réussite de ce grand rendez-vous. La ministre se rend ensuite à l'école du centre de Kunjuru pour une visite. Elle s'aperçoit que les travaux pratiques de la formation sur la transformation des produits locaux à l'intention des femmes
membres des groupements se poursuivent. La ministre exhorte les bénéficiaires à plus de sérieux dans les travaux afin que les connaissances acquises puissent baliser la voie à leur autonomisation. La visite de la ministre s'est poursuivie sur le site touristique de Kunjuru, site aménagé aux couleurs de la fête. À Kunjuru, la population est déjà mobilisée de la salubrité des locaux en passant par les constructions des cases pour abriter les invités, l'acheminement des accessoires. La population ne lésine pas sur les moyens pour faire de cette fête un succès. Retrouvons une fois de plus Angal Toklok. La fatigue des travaux champêtres cède place aux préparatifs pour rendre agréable la fête. La commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, prévue pour ce 15 octobre à Kunjuru. Ce sont toutes les femmes rurales de la province du Bata qui se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux aux invités et assurer la réussite de la fête qui leur a été dédiée. Soutenues par les hommes, les femmes du Bata ne lésinent pas sur des possibilités pour rendre la localité salubre et prête. À cœur joie, ces femmes munies de matériel de travail dépoussièrent, désherbent les locaux et dégagent les ordures qui jonchent la localité. À la place publique réservée à la cérémonie, les membres du comité d'organisation redoublent d'ardeur. Les dispositifs sont tous déjà sur place. Les matériels sont arrivés, la délégation a commencé par venir il y a de cela 72 heures déjà. Les délégations attendues à Kunjuru profiteront de la pleine lune et des étoiles. Pour leur séjour, des cases à l'image de la tradition de la population du Bata sont préparées par le comité d'organisation au village touristique. Les cases, nous avons ça, c'est la tradition de la population Kouka, du peuple Kouka. Et les ferries, comme on les appelle, ce sont des habitations arabes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des grandes communautés qui vivent et nous voulons à travers cette fête refléter aussi la culture de cette fête. Pour faire de la journée du 15 octobre un succès, les femmes rurales ont de l'énergie à revendre. Des chansons et des pas de danse sont au rendez-vous. Pour ces retrouvailles le 15 octobre à Kunjuru, même les oiseaux estiment qu'il faut être prêt, à l'exemple de celui-ci qui fait son nid. Tout le monde se sent concerné et résolument engagé à rendre la fête plus belle. Le nouveau chef de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels, Dati Gomita Justin, a pris officiellement service. Il a été installé par le gouverneur de la province du Bata, Alio Abdoulaye. C'était à la faveur d'une mission conduite par le directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mohamed Adam. Reportage Youssouf Abderrahman Aligad. Nommé au terme du décret numéro 11-15 du 31 juillet 2019, le nouveau chef de la station provinciale de l'ONAMA de Bata, Gomita Justin, a été installé par le gouverneur de la province de Bata, Ali Adoum Abdoulaye, en remplacement d'Ahmad Daoud. La cérémonie s'est déroulée à Ati en présence du directeur général adjoint de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, Djibril Mohamed Adam, et autres responsables de l'institution. Le directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mohamed Adam, demande au nouveau chef de la station de produire 4 reportages par semaine et un magazine par mois afin que les potentialités économiques, sociales et culturelles de la province soient visibles. Le chef de la station sortant, Ahmad Daoud, dresse un bilan positif. Selon lui, malgré les conditions de travail difficiles, la station provinciale de Bata a toujours accompagné les actions du gouvernement sur le terrain. En installant le nouveau chef de la station, le gouverneur de la province de Bata a marqué sa disponibilité de soutenir la station à mieux fonctionner. Vos attributions vous confèrent le pouvoir d'informer la population sur la cohabitation pacifique, la protection de l'environnement,
notamment la lutte contre les incendies et les feux de brousse, le braconnage et surtout le trafic d'enfants mineurs vers la Libye. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement dans vos fonctions de sous-directeur de la station ce jour. Conscient de la tâche qui lui attend, le nouveau chef de la station provinciale de Bata rassure qu'il ne trahira pas la mission qui lui est assignée. La station provinciale d'Onama est à Ati pour vous accompagner dans vos actions, programmes et projets de développement. Pour mener à bien la mission à nous assigner, nous vous prions de bien vouloir nous faciliter l'accès aux sources d'information. Le journalisme, c'est l'information dont la source est vérifiée, car le non-accès aux sources d'information nourrit de fausses nouvelles, de rumeurs et conduit probablement à la diffamation et autres délits de presse. Pour matérialiser la passation de service, un procès verbal a été signé entre le chef de la station sortant et entrant d'une part et le gouverneur de la province de Bata d'autre part. Dans la province du Wadaï, à la veille de la commémoration de la journée mondiale de la femme rurale, la fédération Ribat Al-Taoun a fait un don de matériel au groupement des femmes du village d'Iguin. Les détails avec Keitom Nicolas. À l'occasion de la journée internationale de la femme rurale célébrée tous les 15 octobre à la veille, la fédération Ribat Al-Taoun pour le développement a fait un don au groupement des femmes du village Andjilbim, une localité située à plus de 50 km à la sortie nord d'Abéché. Le don est composé des machines à décortiquer, des machines à pâte et des emballages de foulards. Le tout est estimé à plus de 500 000 francs CFA. Dans son adresse aux femmes, la présidente de la fédération Ribat Al-Taoun, Haché Idjab, a longuement rappelé le rôle que joue au premier plan la femme rurale dans le développement. Elle a mentionné l'acharnement de la femme rurale aux travaux champêtres, mais aussi à l'éducation des enfants. Elle a signifié que cette donation est rendue possible grâce à la fondation Grand Cœur qui a doté la fédération Ribat Al-Taoun d'un moulin. Lequel moulin a généré un fonds qui a permis l'achat des matériels remis aux différents groupements de femmes d'Andjilbim. Au nom des différentes unions des femmes, Madame Amzine Sabour a déploré les faibles taux de scolarisation des filles en milieu rural. Elle a aussi dénoncé le manque des centres de santé dans le village Andjilbim. Éclairées par les nombreuses difficultés que rencontrent les femmes d'Andjilbim, celles-ci ont formulé quelques recommandations. Elle demande à la fédération Ribat Al-Taoun de faire participer les femmes d'Andjilbim aux activités de développement, au gouvernement d'offrir des cadres de formation aux femmes rurales et de leur donner des moyens conséquents pour leur activité, de protéger la femme rurale contre le mariage forcé. Parlons à présent de la conférence de presse animée conjointement par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles et ses partenaires, le FAO et le PAM. Le thème choisi, agir pour un avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro. Les détails avec Hadji Fanta Brahim. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation. Avec les journalistes, le gouvernement et ses partenaires dévoilent leur vision commune. Agir tous ensemble pour une alimentation saine pour un monde sans faim. L'agriculture reste la première arme pour y arriver. La thématique de cette année, par conséquent, c'est avant tout un appel à l'action. Nous devons tous, et chacun dans son domaine de responsabilité, avoir à réfléchir sur notre mode de consommation. On nous dit que pour des raisons liées à l'urbanisation. Selon la représentante du programme alimentaire mondial, son institution travaille en étroite collaboration pour éradiquer la faim au Tchad. Cette collaboration reflète l'engagement de tout le peuple tchadien pour atteindre l'objectif faim zéro. Merci. Je profite aussi de cette occasion pour réaffirmer l'engagement des agences alimentaires de l'ONU présentes aujourd'hui. Au niveau national, malgré les efforts du gouvernement, plus de 30% des populations vivent dans l'insécurité alimentaire sous diverses formes. Selon les enquêtes du SMAR 2019, la prévalence de la malnutrition aiguë globale dépasse le seuil critique
de 15% fixée par l'OMS dans 9 des 23 provinces du pays. Quant à la prévalence de la malnutrition aiguë sévère, elle a atteint le seuil d'urgence de 2% dans 13 provinces. Le gouvernement de la République du Tchad a élaboré des documents de politique, de stratégie, des programmes et projets qui sont mis en œuvre pour la plupart et en recherche de financement pour d'autres. Main dans la main, le Tchad et ses partenaires veulent relever ces défis. Tous croient qu'ils auront fin d'ici 2030, c'est possible. Et puis la teneur de ce communiqué officiel de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés élus des provinces du Bata, du Chariba-Guéry, du Guéra, du Adjerlamis et du Salamat, zone d'intervention du projet de renforcement des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience, en abrégé repères, sont invités d'honorer de leur présence à la cérémonie de lancement du dit projet. Placé sous le patronage de Madame la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, ce lancement aura lieu le mardi 15 octobre 2019 à 8h30 à l'hôtel Legue Plaza ex-Kempeski. La présence effective de mesdames et messieurs les députés ci-dessus désignés est hautement attendue. Ce communiqué signé du secrétaire général Dr Beyom Malo Adrien. À Ati, dans le Bata, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'opération de mise à jour de la cartographie électorale. Cette cérémonie, présidée par le gouverneur du Bata, est couplée de l'installation du nouveau délégué provincial des finances et du budget de cette circonscription. Mahamataya de Benalour. Avec l'adoption de la nouvelle constitution de la 4e République, le territoire national est organisé en 23 provinces, 112 départements et 414 communes. Cela a suscité l'organisation par la CENI d'une opération de mise à jour des données de la cartographie électorale. Au niveau de la province du Bata, l'opération est lancée en présence du commissaire de la CENI. Cette opération, qui durera 15 jours, consiste tout simplement la vérification au terrain de la réalité de l'existence des centres de recensement et des lieux de vote qui ont été utilisés dans chaque département et dans chaque commune lors de l'enrôlement biométrique de 2015. Le gouverneur de la province du Bata, Aliou Adoum Abdoulaye, insiste pour sa part sur un recrutement pour cette opération des agents compétents et demande par la même occasion à la CENI de respecter les critères de création des bureaux de vote. Autre cérémonie présidée par le gouverneur, il s'agit de l'installation de la nouvelle déléguée provinciale des finances et du budget du Bata. Elle s'appelle Madame Adjia Zouyane. Elle est nommée par décret numéro 1558 du 19 septembre 2019. Vu sa riche expérience professionnelle, elle pourra, selon le gouverneur Aliou Adoum Abdoulaye, contribuer efficacement à l'amélioration de la situation des régies financiers de la province, chose que la nouvelle déléguée des finances et du budget dit ne pourra réaliser sans une franche collaboration de tous, notamment les responsables des régies financières et les autorités administratives. La délégation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, s'est ensuite rendue dans la province du Kanem pour également mettre à jour la cartographie électorale de la dite province. C'était en présence du secrétaire général provincial et du vice-président de la CENI. Un reportage signé Mohamed Oumar Ouarou. Présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Soumana Issa Khabremi, cette cérémonie a pour but le lancement officiel du processus de la cartographie électorale dans le Kanem. Un processus qui va s'étendre pendant 2 semaines pour une évaluation et vérification en vue d'émettre des informations fiables. Au cours de cette cérémonie, la mission de la CENI venue pour la cause a remis à la CENI provinciale du Kanem des kits composés de différents matériels. C'est des matériels qui concernent la province du Kanem en général. Dans son intervention, le vice-président de la CENI nationale, Mamadou Djiber, par ailleurs chef de mission, a fait savoir que la cartographie électorale est une opération qui arrive en prélude à la réactualisation du fichier électoral. Pour le chef de mission, toutes ces structures permettent de tracer le chemin vers une organisation des élections transparentes, libres, apaisées et acceptées par tous les acteurs. C'est aussi l'occasion pour que tous les citoyens en âge de voter soient recensés. Lançant les activités, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumana Issa Khabremi,
a dit que les activités de la cartographie est la première étape dans le cadre du processus électoral devant aboutir à l'organisation d'une élection. En outre, Soumaïla Issa Brahimi exhorte les agents de la CENI à faire un travail de qualité dans les 3 départements que compte le CANEM pour une cartographie appréciable. Ici en N'Djamena, la première édition de la journée des lycéens a été officiellement lancée ce matin. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Niger et du Nigeria ont honoré de leur présence une journée initiée pour faire face à l'extrémisme violent. Le ministre de l'Éducation nationale s'est fait représenter par le directeur des projets éducation, Nissi Mohamed Oumar Moussala. C'est par cette ambiance fraternelle que débute la cérémonie marquant la commémoration de la journée des lycéens, première édition. Initiée par le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme violent, CDPE, cette journée permettra aux élèves des différents établissements de la capitale d'échanger et de s'informer sur les enjeux de l'extrémisme violent et la radicalisation en milieu scolaire. Une journée des lycéens, une journée d'examen de conscience et un examen d'arbre de paix. Selon les fondateurs du CDPE, la lutte contre ces phénomènes nécessite une large sensibilisation. Pour combattre l'extrémisme, il ne suffit pas seulement de le combattre militairement. Le combat militairement, c'est une nécessité, mais il faut prévoir d'autres outils de prévention. Les directeurs du projet de la coopération et des partenariats du ministère de l'Éducation nationale représentant le ministre apprécient cette initiative et promet intégrer la lutte contre l'extrémisme violent dans le programme du système éducatif tchadien. L'éducation est une arme fatale pour le changement de comportement et de décocher prévient à la radicalisation et à l'extrémisme. Donc cette journée va permettre, sans nul doute, à beaucoup de jeunes de comprendre le bien fondé, donc de vivre ensemble et aussi donc de s'aimer et de créer l'harmonie au sein des systèmes éducatifs nationaux. La représentante des lycéens appelle ses collègues à une prise de conscience pour la réussite de leurs études. Par la même occasion, les officiels ont visité quelques stands. Pour la bonne compréhension du message, les artistes ont présenté au public un sketch relatif à la lutte contre l'extrémisme violent aux établissements scolaires. La rentrée académique 2019-2020 du complexe Tchado-Turc, c'est aujourd'hui. Une cérémonie marquant la rentrée de cet établissement d'enseignement secondaire a eu lieu ce matin en présence de l'ambassadeur de la Turquie au Tchad. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale a représenté le chef du département. Reportage d'Amge Limni Joël. Au complexe académique Marif Tchado-Turc, l'année scolaire 2019-2020 a déjà pris un bon élan. Dans cet établissement qui constitue l'expression de l'excellente relation entre le Tchad et la Turquie, les enfants ont déjà retrouvé les bons réflexes des cours. Pour l'officialisation de cette année scolaire, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale de la Turquie, représentant son ministre, est en N'Djamena, aux côtés de l'ambassadeur Erdan Sabril Ergen et de quelques personnalités tchadiennes. Arisala Abakar Boulogne, président de l'association des parents d'élèves de cet établissement, se félicite des offres de qualité que propose le complexe Marif à leur progéniture. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale de la Turquie, Ahmad Emri Bilgeri, se réjouit quant à lui de la coopération exemplaire que son pays entretient avec le Tchad dans le domaine de l'éducation. Grâce à cette coopération, son pays accueille plus de 5000 étudiants tchadiens, renchérit-il. Le diplomate turc est de son côté satisfait de l'intérêt que le gouvernement tchadien accorde au secteur de l'éducation, un secteur qui constitue un point important des interventions de son pays. Les relations sont à leur sommet. Parmi ces relations, bien sûr, on a des relations politiques, diplomatiques et d'autres relations économiques qui sont de mieux en mieux. Les relations éducationnelles sont, je crois, les meilleures. Marif est devenu vraiment un pont de culture et d'éducation entre la Turquie et le Tchad.
Pour promouvoir l'excellence, le complexe Marif Tchado-Turc encourage les meilleurs élèves qui se sont distingués par le travail bien fait au cours de l'année académique 2018-2019. Ceci par la remise de ces prix d'encouragement. Parlons politique à présent avec l'installation des membres du Conseil du mouvement patriotique du salut MPS de Baro dans la province du Guéra. Ils ont été installés par le secrétaire exécutif du MPS de la dite province. On en sait plus avec Souleymane Djabo. L'installation des membres du Conseil du mouvement patriotique du salut de la sous-préfecture de Baro a mobilisé un nombre important de militantes et militants du MPS, des partis alliés, ainsi que d'autres personnalités venues de toute la province du Guéra et de la ville de N'Djamena. Composé de 21 membres, le nouveau bureau de ce conseil est dirigé par Moussa Hassan Rahma. Dans son allocution, le secrétaire exécutif du MPS de la commune rurale de Baro a saisi l'opportunité pour égrener un certain nombre de doléances. Les militantes et militants du MPS de la commune rurale de Baro renouvellent leur ferme soutien aux démonies de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la paix au Tchad. Ici, le président fondateur du MPS, le grand camarade Idriss Déby Ibnou. Il est aisé d'affirmer que la commune rurale de Baro dispose de militantes et militants du MPS nombreux, laborieux, audacieux, ouverts aux associations et regroupements d'intérêts économiques et socio-culturels. À cet effet, je les exhorte d'aller de l'avant afin d'élever au flambeau de notre mouvement rassembleur. Le secrétaire exécutif du MPS du département du Guéra, Hissène Tadjadine, a réitéré sa reconnaissance à l'ensemble des responsables du MPS et particulièrement au député Moussa Khaddam pour son appui. Au nom du département du MPS du Guéra et à mon nom propre, nous réitérons notre remerciement au député Moussa Khaddam pour son appui tant financier que matériel, moral, chaque fois renouvelé. Camarades militants et militants du mouvement patriotique du salut, ce présent événement de restructuration du conseil de la commune rurale de Baro s'inscrit dans la droite ligne de la politique de notre mouvement. Hissène Tadjadine a en outre instruit ces derniers à restructurer les autres organes de base dans un bref délai. Au cours de cette cérémonie, plusieurs mentions ont été formulées par les fils de la sous-préfecture de Baro. Des mentions adressées au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Khaddam, ainsi que d'autres cadres du Guéra qui ont marqué d'un sceau particulier le MPS dans cette province et sur l'ensemble du territoire national. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, il s'agissait plutôt d'un reportage signé Moussa Mbodou Abdoulaye. À Bitkin, chef-lieu du département d'Abtoyour, la Fondation Grand Cœur mène une caravane de prise en charge des personnes souffrant de cataracte. Plus de 500 patients bénéficieront gratuitement de l'œuvre caritative de cette organisation humanitaire. C'est le gouverneur de la province du Guéra qui a lancé les opérations de cette caravane ophtalmologique. Reportage Kalia Gavoudna. Bitkin, chef-lieu du département d'Abtoyour, accueille pour la première fois la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur, dépêchée par la présidente fondatrice de cette organisation caritative, par ailleurs première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, dans ce département. L'équipe de la caravane a une mission bien précise, celle de consulter et traiter gratuitement tous les patients souffrant de la cataracte, de la cécité et autres complications oculaires, question de leur permettre de recouvrer la vue afin d'évacuer à leurs occupations quotidiennes. Était présent à cette cérémonie de lancement le ministre de la Justice chargé des droits humains Djumé Arabi, les autorités, plusieurs cadres de la province du Guéra et les patients venus en masse pour bénéficier de cet acte humaniste de la Fondation Grand Cœur. Nous sommes donc à Bitkin pour communier avec notre frères et sœurs autour des valeurs qui défendent la Fondation. Nous sommes à Bitkin pour servir la population de Mini.
Oui, tel est notre leitmotiv. Nous nous apprêtons donc à vivre avec nos frères et sœurs du département d'Abtiour, bref, de tous les départements du Guéra, 7 jours de partage et d'intenses activités. Le maire de la ville de Bitkin, Nassour Derib, et le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnodoum, disent merci à la première dame Inda Debitno pour cette action caritative en faveur de leurs administrés. Au nom de toute la population de la province du Guéra en général et celle du département d'Abtiour en particulier, je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude à la première dame, présidente de la Fondation Grand Cœur, pour les qualités inégalables de la mère de la nation dont elle fait montre nuit et jour à travers ses actions de bienfaisance en faveur des couches vulnérables du Tchad en général et particulièrement de notre province. Après le lancement, les convives ont effectué une visite au bloc chirurgical pour encourager l'équipe médicale qui s'est aussitôt mise à opérer et traiter les patients. L'équipe de l'ophtalmologue Djibril Derdezen promet d'opérer au moins 500 patients tels que voulu par la présidente de la Fondation Grand Cœur durant cette caravane. Un FADA dans le Tibesti, la Fondation Grand Cœur a offert des matériels informatiques au centre de lecture et d'animation culturelle et des matériels agricoles au groupement féminin. Le détail avec Mahmoud Suleiman. Les membres de la Fondation Grand Cœur en mission dans le cadre de la caravane ophtalmologique ont mis à profit leur séjour à Bardaï, chef-lieu de la province de Tibesti, pour réaliser d'autres actes de bienfaisance au profit de la jeunesse. Ils ont remis au centre culturel de la ville de Bardaï 3 ordinateurs, 2 panneaux solaires, 4 jets de Scrabble classiques, des livres et des matériels d'amplification du son offerts par la dite fondation. Dans chaque ordinateur est incorporé 10 000 livres en version électronique. C'est le secrétaire général de la province de Tibesti, Tahir Gili, qui a réceptionné ces matériels. Le point focal de la Fondation Grand Cœur de la dite province a exprimé sa gratitude à l'endroit de la première dame Inda Debitno. Je profite pour remercier la présidente fondatrice du Grand Cœur, la première dame, Madame Inda Debitno. Nous sommes sur le point de remettre le matériel pour renforcer les centres culturels de Bardaï. Le secrétaire général de la province de Tibesti, Tahir Gili, a salué ce geste louable de la Fondation Grand Cœur. Il a en outre souligné que ces matériels aideront les jeunes à cultiver l'excellence, objectif recherché par la première dame Inda Debitno. Après la remise des matériels, les autorités locales ont eu droit à une visite guidée pour constater de visu le fonctionnement de ces matériels. Parlons toujours de la Fondation Grand Cœur. Sachez que les membres de la mission séjour à Bardaï ont offert du matériel médical à l'hôpital provincial et du matériel agricole et des machines à coudre au groupement féminin de la localité. Mohamed Suleiman, une fois de plus. La Fondation Grand Cœur continue à apporter son soutien à la province de Tibesti. Les membres de la dite fondation en mission dans le cadre de la caravane ophtalmologique lancée à Bardaï offrent un don de matériels médicaux à l'hôpital provincial de Bardaï. Ce don est constitué entre autres d'un appareil échographie petit modèle, 4 matelas, 4 potences, 2 aspirations à pédales, 2 pèses bébés et 2 panneaux solaires. C'est le secrétaire général de la province de Tibesti, Tahir Gili, qui a réceptionné ces matériels. Très ravi, le point focal de la Fondation Grand Cœur de la dite province a remercié la première dame Inda Debitno pour avoir pensé à cette contrée qui se trouve au Tchad profond. La première dame Inda Debitno, qui a pensé doter ces matériels à la délégation provinciale de Tibesti, qui vont permettre d'équiper tous les districts de la province de Tibesti en panneaux solaires. L'équipe de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur, qui a bravé tous les obstacles de la province, l'hostilité de nos routes, afin de se retrouver aujourd'hui à Bardaï. Pour le délégué sanitaire de la province de Tibesti, Sidi Sougui, c'est donc bien à point nommé. Selon lui, ce geste de la Fondation Grand Cœur cadre avec la politique sanitaire
prônés par le ministère de la Santé publique. En réceptionnant ces matériels, le secrétaire de la province de Besti, Taïringili, a salué à sa juste valeur ces gestes louables de la Fondation Grand Cœur. Il a indiqué que la première dame de Débitno ne cesse d'appuyer la population de Tibesti en matière de santé. Ce n'est pas tout. Les membres de la mission de la Fondation Grand Cœur ont remis aussi des matériels des activités agricoles et des machines à coudre au secrétaire général de la dite province. Monsieur le secrétaire général, nous remettons officiellement les moulins à mille parmi les matériels agricoles destinés à la province du Tibesti pour l'autonomisation de la femme du Tibesti en particulier et aussi pour l'épanouissement de nos grandes villes de la région de Tibesti. Ces matériels sont destinés aux femmes de différents groupements féminins. Ces outils de travail permettront à ces dernières d'être autonomes. C'est le souhait de la fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno. Rendons-nous à présent à Mabrio Bardé dans le bout de camp pour avoir l'écho de ce qui s'y passe. Au 4e jour, les futurs agro-entrepreneurs ont suivi un module théorique sur la pisciculture. Ali Mohamed Bello est sur place. Voici son reportage. Les futurs agri-entrepreneurs campés à Mabrio Bardé dans le bout de camp s'intéressent aujourd'hui à la pisciculture durable. Les techniques et outils pour développer ce secteur encore vierges au Tchad. La pisciculture d'abord a plusieurs maillons. Nous avons le maillon de production d'aliments, le maillon de production d'alevins, le maillon de production de poissons marchands. Si chacun de ces jeunes s'est spécialisé dans chaque maillon, ils ont la probabilité, n'est-ce pas, compte tenu des déficits, de poissons au Tchad. C'est-à-dire l'offre est déficitaire de plus de 200 000 tonnes de poissons. Cela leur permettra, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup d'argent dans les différents maillons. Comme je l'ai expliqué, il y a la probabilité d'obtenir 312 milliards de francs CFA par an en pisciculture. Le gap est grand. Le Tchad avant tout. À l'air libre, comme s'ils prennent le ciel à témoin, ces futurs agri-entrepreneurs montrent leur volonté de relever les défis. Certains peaufinent déjà leurs idées. Moi je pensais que pour faire pisciculture, il faudrait un technicien du domaine. Mais grâce à la formation, j'ai compris que même si tu n'es pas technicien du domaine, tu peux faire la pisciculture. Moi j'ai le projet de faire la pisciculture à Sar, précisément dans le village Elibongo, où il y avait des grands marigots, le fleuve est déjà poissonné. Donc il est question d'avoir les techniques de les nourrir. C'est un village qui est d'abord doté de l'élevage, un village doté de l'agriculture. Donc il y a beaucoup de produits qui vont me permettre déjà de nourrir ces produits. Des milliards, le Tchad peut gagner de ces secteurs, puisqu'il dispose de toutes les potentialités. En sus des milliards à engranger, la sécurité alimentaire et les opportunités de création d'emplois sont assurées. Et c'est cela, selon l'expert, la diversification de l'économie. L'ONG Base mène une campagne de sensibilisation dans quelques communes d'arrondissement. Pour le point de départ, c'est la commune du 6e arrondissement qui a été choisie. Ce matin, le maire un premier adjoint de cette commune a reçu la délégation l'hygiène et l'assainissement au centre des échanges. Lédion Patricia. Placé sous le thème hygiène du milieu, lavage des mains, assainissement, soyons propres pour notre bonne santé, cette sensibilisation est l'œuvre de la composante 2 du Bureau d'appui santé et environnement dans sa lutte pour la santé de la mère et de l'enfant au Tchad. Selon le rapport de 2016 de la Banque mondiale, le système de santé tchadien, notamment la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, et de l'adolescent souffre de nombreuses faiblesses qui conduisent à des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde. L'objectif visé à travers cette sensibilisation est de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement de la population, des autorités communales, administratives, traditionnelles, religieuses et des élus locaux pour la promotion et la prévention des maladies dans les différentes communes de la capitale. L'importance de ces textes se situe d'abord à expliquer à la population les règles d'hygiène et la nécessité de les observer tant dans la vie privée que publique. L'information de ces règles évitera l'insalubrité qui est la cause
de beaucoup d'épidémies. Ces règles d'hygiène qui ne seront pas respectées par la population sont assimilées à une infraction pénale et civile. Premier maire adjoint de la commune du 6e arrondissement, Abakar Kamis, a saisi cette opportunité pour exhorter les représentants des carrés, des délégués présents à la cérémonie, de suivre à la lettre des instructions données par le chef de service. Cette campagne se poursuivra dans les communes du 7e, 8e, 9e et 10e de N'Djamena. Les éliminatoires de la CAN 2021 s'annoncent bons pour les Sao du Tchad. Hier, ils ont renoué avec la victoire en battant les Libériens pour se qualifier en phase de poule des éliminatoires de la CAN 2021. Une qualification historique qui place les Sao dans la poule A où l'on retrouve le Mali, la Namibie et la Guinée-Conakry. Innocent Kilayo revient sur cette victoire. Après 17 ans de galère, les Sao se qualifient enfin pour les matchs de poule. L'attente a été certes difficile pour les Tchadiens qui avaient du mal à digérer les multitudes de défaites enregistrées par leur 11 national. Hier au stade Idriss Mahamad Ouya, Ngar Ezekiel et ses coéquipiers ont redonné du sourire aux Tchadiens. Les Sao retrouvent enfin le chemin de la victoire en tournant la page sombre de l'histoire du football tchadien. La victoire héroïquement arrachée devant le Libéria est attendue depuis 2002. Emmanuel Trégoat et ses poulains qualifient enfin le Tchad à la phase de poule. Cette phase de poule qui constitue la dernière phase pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations commence en novembre 2019. Et les Sao qui sont dans la poule A doivent affronter successivement le 13 novembre la Namibie et le 19 novembre le Mali avant de jouer contre la Guinée-Conakry en 2020. Cela veut dire que le staff technique n'a plus de temps à perdre. Il doit se mettre déjà au travail pour bâtir une équipe compétitive prête à affronter la Namibie à domicile le 13 novembre 2019 et le Mali le 19 novembre ici dans la capitale. La victoire d'hier est déjà du passé. Le staff technique doit se mettre au travail en corrigeant les imperfections constatées ça et là. Le Mali, la Namibie et la Guinée-Conakry sont classées parmi les 20 et 30 meilleures équipes du continent. Mais elles sont jouables pour les Sao. À travers cette démonstration de force hier, les poulains de Trégoat sont capables de faire rêver les Tchadiens en arrachant pour la première fois la qualification à la CAN 2021. Avec cette nouvelle CAN de 24 pays, les Sao ont également une forte chance dans cette poule A, car les deux premiers de chaque poule seront qualifiés ainsi que les meilleurs troisièmes. Et justement par rapport à la victoire des Sao, notre reporter Falambi Songon s'est rendu au stade de Diguel pour recueillir les avis de quelques compatriotes. Suivez. Dans l'ensemble, l'équipe nationale est bon, mais ça reste un peu de choses à régler au milieu offensif. Le milieu offensif, on n'a pas le milieu offensif. On n'a que les milieux défensifs qu'on les a tous alignés. Il n'y a pas un milieu offensif. Mais dans l'ensemble, l'équipe, elle est bonne. Pourquoi je dis elle est bonne? Prendre les enfants de 3 semaines et attendre le résultat, c'est pas facile. Mais les entraîneurs ont fait de leur mieux pour arriver à cet stade. Sincèrement dit, c'est encourageant. Je demande à tous les Tchadiens d'avoir le courage d'avancer l'équipe nationale et triompher le drapeau national. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est le premier pas qu'on a franchi. C'est avec la volonté et la fierté nationale qu'on va atteindre ces 4 matchs. Et on va qualifier, Inch'Allah, et le Tchad triomphera. Hier, nous étions au stade avec l'espoir de gagner, car c'est un match à domicile. Je demande aux joueurs de garder le même élan. Aussi, au ministère ainsi qu'à la fédération, de garder le sélectionneur et de mettre les moyens à la disposition de l'équipe nationale, car nous ne sommes pas loin de la qualification.
Les Tchadiens veulent voir leur équipe nationale présente à la Coupe d'Afrique des Nations. Avant toute chose, je félicite tout le peuple tchadien, les joueurs et le staff technique par rapport à la qualification des SAO pour les éliminatoires de la CAN. Cette victoire réconforte le public sportif et surtout le moral des joueurs. Je profite pour lancer un appel au ministère en charge du sport et la Fédération tchadienne de football association d'appuyer le sport, le football, car les jeunes aiment le football. La preuve en est qu'hier, le stade était plein. L'ONAGES, Office national d'appui à la jeunesse et au sport, a remis ce matin des équipements sportifs aux écoles de football de N'Djamena. La cérémonie de remise officielle est présidée au stade de Diguel par le coordonnateur de l'ONAGES, Kader Salekana. Reportage Falombi Soulgan. Fidèle à sa politique de promouvoir le football à la base, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, appuie les écoles de football des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena avec des équipements sportifs, des ballons et divers accessoires. L'ONAGES a décidé de partager les équipements sportifs aux 10 arrondissements de la province de N'Djamena. Nous avons voulu à ce que ces jeunes sportifs, les écoles de football, les clubs au quartier, je veux dire, si nous avons appelé la mairie, c'est pour dire que la province de N'Djamena est divisée en 10 arrondissements. Donc tout ce que nous donnons aujourd'hui, ça doit aller directement dans la main de ces enfants. Donc chaque arrondissement a 100 ballons. Les bénéficiaires se disent comblés de recevoir ces équipements. Ils rassurent les responsables de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport que ce geste leur permettra d'améliorer leurs prestations. On remercie l'ONAGES de ce qu'il nous a donné. Puis les jeunes joueurs, ils ont le acte de jouer. On a par exemple le matériel, les ballons, le maillot. Ça nous permet de travailler sur ces. Le coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, Kader Salekana, rassure que son institution ne ménagera aucun effort pour soutenir le sport en général et le football en particulier. Et puis la teneur de ces quelques décrets avant de clore cette édition. Décret numéro 1617/PR/MC/2019 portant nomination à des postes de responsabilité à l'Office national des médias audiovisuels ONAMA. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'Office national des médias audiovisuels. Direction de la télévision nationale, directeur M. Baïdigui Melon, en remplacement de M. Hassan Guedala Mahamat, appelé à d'autres fonctions. Sous-direction des programmes et productions, sous-directeur M. Alamine Kader Kora, en remplacement de Mme Modekemde Dolmian, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 14 octobre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 16-18 portant rappel d'un attaché consulaire à l'antenne consulaire du Tchad à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète, article 1er, M. Ton Othman Aman, attaché consulaire à l'antenne consulaire du Tchad à Dubaï, est rappelé. Article 2, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570/PR/PM/MAEIA/2012 du 23 avril 2012 suffisait. Article 3. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 14 octobre
2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 16-20 portant nomination des postes de responsabilité au bureau de coordination du 3e recensement BCTR. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres décrète article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au bureau de coordination du 3e recensement. Coordonnateur Robert Madigoto en remplacement de M. Boyangar Mbatina. Coordinatrice adjointe Mme Tahani Mahamat Hassan en remplacement de M. Hassan Izo Abakar. Article 2. Le ministre de l'économie et de la planification du développement est chargé de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 14 octobre 2019, Idriss Déby Itno. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.